rituel à Hout Bay. Une fois par semaine, les employés d'une association sillonnent les quartiers pauvres pour distribuer des légumes frais. Plusieurs étapes à Imisamoyetu, le quartier noir, puis à Hangberg, le quartier métis. Nawal Saïd doit crapahuter pour livrer les épinards, choux et blettes cueillis le matin même. Chaque lundi, on distribue des légumes. On les livre aux crèches pour les enfants. Dans chaque crèche, il y a environ 50 à 150 enfants. Hout Bay, à une quinzaine de kilomètres au sud du Cap, un cadre idyllique au bord de l'océan Atlantique. À gauche, le quartier métis de Hangberg, au centre, le quartier blanc, à droite, le quartier noir, Imisamoyetu. Cette division géographique perdure 30 ans après la fin de l'apartheid. Les trois communautés se partagent la vallée, mais chacune reste dans son coin. Une Afrique du Sud en miniature sur à peine quelques kilomètres carrés. Au cœur de Hout Bay, d'étranges cercles. C'est le site principal de l'association Love in a Bowl, que l'on pourrait traduire par bassine de l'amour. Un projet né en 2015 à l'initiative de Gordon Ashliman. Le concept, cultiver des légumes bio et en faire don aux enfants et aux personnes âgées des deux quartiers pauvres de Hout Bay. Un tiers de ce que nous cultivons est vendu pour financer notre projet. Nous recevons également des dons de la part d'entreprises et de particuliers. Ceci nous permet de créer des emplois et tous les gens qui travaillent ici sont d'ici. Donc on peut dire que notre projet fait pousser Hout Bay. Il fait pousser les légumes, mais il fournit aussi de l'emploi, un avenir serein, une vie saine, tout cela. Sur quoi tu travailles en ce moment ? Tu vas à la ferme du côté de la rivière ? Parmi les 37 employés, nous retrouvons Nawal. Ce sont les radis que nous avons plantés en juin. On est en train de les récolter. Je joue au football dans un club à Hout Bay. Ils ont fait un partenariat avec Love in a Bowl, ce qui m'a donné l'occasion de cultiver des légumes. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de tout le projet. De nombreux employés étaient au chômage avant de décrocher un travail ici. À 26 ans, Nawal avait un emploi dans un bureau, derrière un ordinateur. Elle gérait des commandes en ligne. Je me suis dit que je n'étais pas faite pour rester dans un bureau. Je veux être à l'extérieur, physiquement, et faire quelque chose qui a du sens, et apporter quelque chose à ma communauté, quoi que ce soit. 75 cercles sont cultivés sur 8 sites différents à Hout Bay. Les besoins ont explosé depuis le début de la pandémie, surtout lors du premier confinement très strict en Afrique du Sud, en mars 2020. Une majorité de résidents des quartiers pauvres se sont retrouvés sans aucun moyen de subsistance. La proximité géographique a renforcé la solidarité. Nous vivons si proches les uns des autres et nous avons des vies radicalement différentes, vraiment. Il reste quelque chose de l'apartheid. Il y a des employés ici qui vivent littéralement dans 3 mètres carrés avec leurs affaires, leurs lits, leurs bébés, absolument tout. Et c'est une réalité. Il n'y a pas de cours, il n'y a strictement rien. Et ici, nous avons une propriété avec tout ce verre autour et cette ferme à partir de laquelle nous organisons nos activités. Et entre nous, il n'y a qu'une route. Imisamoyetu, IY en abrégé, est effectivement juste de l'autre côté de la route. De nombreux habitants de ce quartier travaillent ou ont travaillé dans les quartiers de Blancs, mais peu de Blancs viennent à IY.
Un petit peu de distanciation sociale, juste un petit peu. Charla Norton s'y rend très souvent, notamment les vendredis, avec son food truck, pour distribuer des repas chauds aux enfants. On cuisine pour 1 millier de personnes. On envoie les enfants 5 par 5. Comme ça, on peut compter le nombre de repas par 5. On fait comme ça. Charla a créé son petit projet avec des bénévoles. Elle a remplacé les chevaux qu'elle avait dans sa propriété par des poules pour avoir des œufs et par un potager. Elle fait aussi appel aux restaurateurs pour des dons. Et c'est ainsi que sa vie est désormais consacrée aux enfants de Aiwai. Nous avons vraiment de la chance à Hout Bay parce que nous vivons tous ensemble sur un petit territoire. Il y a les très très riches et les très très pauvres qui vivent à proximité. Donc c'est très important pour moi et pour beaucoup d'entre nous ici que l'amour se propage et que personne ne souffre de la faim. Tout le monde est donc invité à notre table. Imizamo Yetu s'étend sur 18 hectares. Entre 35 et 40 000 personnes y vivent. Les incendies sont fréquents, parfois meurtriers. L'eau courante y est rare, les égouts aussi, et les toilettes très souvent communes. Lindeka, l'une des employées de Love in a Bowl, participe bénévolement aux actions de nettoyage de son quartier 3 fois par semaine. La plupart des gens s'en fichent. C'est pour cela qu'ils jettent leurs ordures comme ça. Ils pensent que la ville du Cap va intervenir. Mais c'est leur quartier, ce sont eux qui vont tomber malades. Ce sont leurs enfants qui vont tomber malades. D'habitude, il y a aussi quelques hommes, nous dit-on, mais pas ce jour-là. On a commencé pendant le confinement. Après avoir fait la distribution des colis alimentaires, on n'avait plus rien à faire. Et l'entreprise qui intervenait dans notre quartier ne venait plus. Donc les ordures s'accumulaient. Et nous, on savait qu'avec ce type d'infection, avec la mort qui rôdait, il y avait des risques. Parce que nos enfants jouent dans les rues. Alors on s'est dit, prenons nos responsabilités. Nous ne pouvions pas compter sur le gouvernement. Ce township est né il y a 30 ans lors de l'abolition officielle de l'apartheid. 400 familles noires occupant des bidonvilles dans plusieurs zones de Hout Bay avant 1991 ont été relogées ici. Portia et ses parents en faisaient partie. Progressivement, des milliers de familles se sont installées autour, dans des cabanes faites de briques et de broc. Une ville dans la ville, baptisée d'ailleurs Mandela Park au tout début. Portia travaillait dans une maison d'hôtes, mais avec le Covid, le secteur du tourisme s'est effondré. Et avec lui, l'espoir de quitter le quartier un jour. Vous voulez vous en aller. Vous savez comment partir, mais vous êtes piégé financièrement. Et mentalement, vous vous sentez... C'est frustrant. Frustrant de vivre dans un township surpeuplé et insalubre, sans cours ni jardin, loin de la nation arc-en-ciel, cette société multiraciale et égalitaire promise après la fin de l'apartheid. Il n'y a pas de nation arc-en-ciel. Parce que, comme vous le voyez, ailleurs à Hout Bay, c'est plus beau que là où nous vivons. Cela signifie que les promesses qui nous ont été faites n'ont pas été tenues. Je ne dis pas que nous devrions avoir des villas pour lesquelles nous n'avons pas travaillé. Oui, à l'époque, le gouvernement a fait sa part en nous donnant de petits terrains.
Mais en décidant de nous donner un terrain, ils auraient dû penser à tout ça. Le fait qu'un jour on aurait des familles. Le fait qu'un jour on aimerait avoir un jardin pour planter et nourrir sa famille. Se nourrir. Deux mondes face à face, qui se voient, de loin. L'Afrique du Sud, le pays le plus inégalitaire au monde, l'illustration est frappante à Hout Bay. Pour Michael Lapsley, un prêtre anglican, réduire ce fossé est essentiel pour vivre ensemble, en paix. Figure de proue de la lutte anti-apartheid avec l'ANC, le père Lapsley a été victime d'un attentat au colis piégé en 1990. Il a perdu un œil et ses deux mains dans l'explosion. Il s'est ensuite engagé pour participer à la construction d'une nouvelle Afrique du Sud. C'est l'une des critiques que l'on peut nous faire. Nous ne nous sommes pas occupés de l'apartheid territorial dès le début, de manière systématique, alors que cela aurait pu être fait. Concernant les relations entre les différentes communautés, il y a au sein de la classe moyenne une génération de jeunes gens qui grandissent ensemble. Des Noirs, des Blancs, des Métis, à l'école, au sport et ailleurs. Mais les classes supérieures, les plus riches, vivent souvent dans leur propre petit ghetto. Les communautés les plus pauvres sont toujours séparées racialement. Et les uns et les autres ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas. Tout cela est bien sûr exacerbé par le degré de criminalité, parce que les gens ont peur d'aller dans les autres communautés. À Hout Bay, dans le quartier blanc et riche, Roxana Malek et Michael Schneider. Elle est avocate, il est dans la finance. Il possède une grande maison et un grand terrain avec un vis-à-vis direct sur Imizamo Yetu. Je pense qu'un tas de gens pourraient dire que ce n'est pas la plus belle chose que l'on veut voir de chez soi, parce qu'il y a beaucoup de misère là-bas, beaucoup de pauvreté, beaucoup de problèmes. Mais ça nous rappelle aussi à quel point nous sommes chanceux. Ça nous rappelle aussi que le chemin à parcourir depuis ce qui a été fait il y a 30 ans est encore long. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'erreurs aussi. Et cette situation là-bas nous prouve que le chemin est encore très très long. Pour apporter leur pierre à l'édifice, Roxana et Michael se sont lancés dans une nouvelle aventure il y a un peu plus d'1 an. Après une rencontre avec Gordon Ashleyman de Love in a Bowl, ils ont décidé de mettre une grande partie de leur terrain à disposition de l'association. C'est un petit coin très romantique pour nous. À la place du manège à chevaux et des paddocks, il y a désormais des cercles de légumes. On trouve ça merveilleux. Des gens maintenant font un bien meilleur usage de nos terres. Car y mettre simplement des chevaux, ça ne bénéficie qu'à très peu de personnes. Mais avec ces gars-là, davantage de gens vont profiter de la propriété. Ouvrir les portes de sa propriété, c'est rare dans un pays où les quartiers riches sont ultra sécurisés et où certains vivent coupés du reste de la population. S'impliquer de la sorte est bien plus gratifiant que de simplement faire un chèque anonymement, l'envoyer quelque part, où quelqu'un vous dira qu'il en fait quelque chose de bien. Là, nous voyons ce qu'il se passe et nous voyons les quantités de bassines qui partent chaque semaine vers Aiwai et Hangberg. Le confinement de mars 2020 a été un électrochoc pour eux. Nous avions le temps de penser et de réfléchir à pas mal de choses. Et puis c'est tellement proche, les problèmes sont là. Donc nous savions que si nous ne les aidions pas, la situation pouvait dégénérer. Il pouvait y avoir une explosion de colère ou de désespoir. Comme en juillet 2021 dans les régions de Durban et Johannesburg. Des pillages, des émeutes, plus de 300 morts, des centaines de millions de dégâts. L'épisode le plus violent de l'histoire sud-africaine depuis des décennies.
Le père Michael Lapsley y a pourtant vu une note d'espoir, avec l'intervention de nombreux citoyens pour la protection des biens et des personnes. C'était une période où tout le pays aurait pu s'embraser, en juillet. Mais au lieu de ça, le peuple a dit non. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Afrique du Sud. On est au bord de la falaise, on jette un coup d'œil et on dit « merci, non merci ». Et je pense que d'une certaine manière, nous, en tant que peuple, nous prenons peut-être le contrôle de notre avenir. Et nous disons, c'est à nous de jouer, en tant que citoyens. Donc c'était un moment grave, mais aussi un moment d'espoir. Hout Bay et toute la région du Cap occidental ont été épargnés par cette vague de colère. Hangberg, le quartier métis, historiquement un quartier de pêcheurs. Sous l'apartheid, les Blancs, à la tête de l'industrie de la pêche, voulaient garder leur main-d'œuvre à proximité. Hangberg a donc été désigné comme un quartier pour les métis, les Colored, selon la classification raciale de l'apartheid. Ce terme regroupe des origines très hétérogènes, des descendants de colons européens, d'esclaves asiatiques ou indiens, ou de peuples indigènes d'Afrique australe. Ils ont été regroupés ici à l'époque. Nawal a toujours vécu à Hangberg, dans le quartier nommé Texas. Née après la fin de l'apartheid, elle ne connaît cette période qu'à travers les récits de ses parents. Je ne l'ai pas vécu. Mais d'après ce que je sais, notre famille aussi a dû se battre pendant l'apartheid. Mais ils avaient un commerce et pouvaient l'ouvrir. Ils avaient du travail dans les pêcheries notamment. C'est ce qui leur a permis de vivre et de nourrir la famille. Les Noirs, eux, n'avaient rien. On les a privés de leurs droits. C'est la différence, selon moi, entre nous et eux. Son père est mort il y a 10 ans, sa mère en décembre 2020, probablement du Covid. C'est ce que les médecins ont dit à Nawal. Elle vit avec sa sœur et son beau-frère. Avec son salaire de 230 € par mois, impossible de quitter le nid. J'aimerais beaucoup. C'est mon rêve d'avoir ma propre maison, d'avoir des enfants. Mais je ne veux pas avoir d'enfants si je n'ai pas mon logement. Je dois d'abord organiser ma vie avant d'être responsable de la vie d'autres personnes. Sa passion, le football. Grande fan de Manchester United et admiratrice de la star du PSG Neymar, Nawal ne se contente pas de suivre les matchs à la télévision. Elle joue aussi 3 fois par semaine au Hout Bay United Football Community. Dans ce club, une vingtaine d'équipes masculines et féminines de toutes les communautés, de toutes les couleurs de Hout Bay. Curieusement, tant d'années après l'apartheid, les gens vivent toujours dans des univers différents et ne se fréquentent pas. Nous avons pensé que le football pourrait être un élément d'unification pour rapprocher les communautés, et c'est le cas. Mon espoir pour l'avenir, c'est de réussir. Je ne serai pas une star du football. Pour moi, c'est un hobby. Mais j'aimerais être quelqu'un de bien pour mieux réussir dans la vie. Une détermination sans faille, malgré les difficultés. En Afrique du Sud, plus du tiers de la population active est sans emploi, selon les statistiques officielles. Chez les moins de 25 ans, le taux de chômage atteint 75%. Dans le quartier d'Imizamoyetu, nous rencontrons Tabané, qui a tout juste 25 ans. Il cumule emploi et études supérieures. Dans sa famille, tout le monde s'en sort. J'ai 5 frères et sœurs, je suis le dernier. Un de mes frères est agent de sécurité, un autre frère travaille au service des espaces verts, mon autre frère fait des études d'informatique, ma sœur possède son petit snack, Zaza's Kitchen, où elle vend à manger. Et mon autre sœur est employée de maison. Sa sœur, Zaza, c'est Roselyne. Elle a ouvert ce local il y a 1 an.
J'étais employée de maison, mais j'ai perdu mon emploi à cause du Covid. Donc j'ai décidé de créer mon propre business, parce qu'il n'y a pas de travail en Afrique du Sud. Je fais de la polenta, du poulet, du riz et des beignets. Elle gagne autant qu'avant, mais n'a plus besoin de payer les transports en commun pour aller travailler dans une riche propriété en dehors de Hout Bay. On ne peut pas rester assis sans rien faire. On doit faire quelque chose pour avoir des revenus et nourrir sa famille. Parce qu'on a besoin d'argent. Il y a moins d'opportunités dans ce quartier, mais il faut essayer de faire quelque chose. Tabane suit des cours pour devenir instituteur tout en travaillant en tant que prof de natation. L'échauffement se fait en dansant et en chantant. Tabane est le chef des 5 coachs embauchés par l'association Sentinel Ocean Alliance, tous issus de Hangberg et Imisamoyetu. Lancé en décembre, le projet permet aux enfants de ces mêmes quartiers d'apprendre à nager et à connaître l'océan, à le protéger, à l'aimer. Fermez les yeux. Une initiative qui pourrait paraître anecdotique pour ces enfants des townships, mais essentielle selon Margaret Kimberley, directrice des opérations. Dans ce pays, les droits de l'homme et les droits environnementaux sont inextricablement liés. On ne peut pas les séparer. C'est très important que les enfants aient un logement et de la nourriture. Mais s'ils ne vivent pas dans un environnement sain, tout cela ne compte pas. 3 fois par semaine, après l'école, pendant 2 mois, les enfants alternent entre leçons de natation et leçons d'océan. C'est à cause de nous que le plastique arrive jusque là-bas, donc vous voyez jusqu'à quelle distance il peut aller. L'oiseau est déjà mort, ils veulent savoir de quoi il est mort. Enterrer le plastique n'est pas une solution. Le laisser dans l'eau n'est pas une solution. On ne protège que ce que l'on connaît, c'est la philosophie. Et à Hout Bay, malgré la proximité de l'océan, les enfants ne le connaissent pas. Ils en ont même peur. Ces enfants ont grandi avec l'idée que l'océan, ce n'est pas bien. Que si tu vas dans l'océan, tu ne reviendras pas. Toutes sortes de croyances comme ça. C'est pour cela que nous essayons de leur apprendre pas seulement ce qu'est l'océan, mais aussi à nager. Pour leur montrer que c'est un lieu sûr qui peut les apaiser et où on peut aussi s'amuser. Et que toutes les choses qu'on a entendues en grandissant, ce n'est pas vrai. C'est juste un mythe qui se transmet de génération en génération. Un héritage de l'apartheid. L'océan, ce n'était pas pour les Noirs et les Métis. D'ailleurs, cette plage de Hout Bay leur était formellement interdite. Comme une revanche sur le passé, pour Tabane, c'est désormais son lieu de travail, avec des enfants venus comme lui des townships noirs et métis, qui peut-être seront eux aussi un jour professeurs de natation, ou sauveteurs en mer, ou maîtres nageurs, ou océanographes, ou marins. C'est une occasion unique pour ces enfants parce qu'ils n'ont jamais appris à nager. Ils n'ont pas appris à avoir le courage de nager. Donc ce programme leur apprend à être courageux dans l'eau et à savoir se connecter à l'océan. C'est ce que nous leur enseignons. Ouvrir les enfants à de nouveaux horizons, loin des tabous, loin de l'héritage de leurs parents et grands-parents. Une occasion peut-être de tourner une page dans l'histoire de ce pays. À Hout Bay, en tout cas, des graines sont plantées pour faire pousser une nouvelle Afrique du Sud.